Donc, pour rappel, les productions du symposium et d'objectifs sécurité sont des productions disponibles. La DESAC produit des documents en lien avec les symposiums, avec les GT, également les travaux communs. Donc vous avez avec les objectifs sécurité également des thématiques qui ressortent. Vous avez sur les productions qui sont fournies avec ce symposium la vidéo démo en l'air et le guide de formateurs qui avait été produit collectivement il y a quelques années et qui nous a été demandé par les opérateurs qui ont travaillé sur ce symposium. Objectif sécurité, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les publications de la DESAC concernant la promotion de la sécurité sur cette adresse et les productions des 17 symposiums, donc c'est le 17e, avec toutes les productions de toutes les thématiques sur le site du ministère également. Donc pour la page Objectif sécurité, les différents domaines sont présents, bien sûr, aéroport, assistance en escale, opérations aériennes, etc. Avant de passer à la table ronde cet après-midi, c'est tout l'intérêt des interactions que nous avons dans la matinée. Il y a beaucoup de questions qui étaient sur le CCA et son évolution. On a la chance d'avoir dans la salle Benoît Vera, qui est notre spécialiste en interne côté des sacs, et il a accepté de venir sur 1 minute 30 ou 2 minutes, au pied levé, eh bien, vous informer sur des avancées qu'il y a suite à des questions qui ont été posées. Ainsi, on évite le timing de réponse éventuelle. Donc Benoît, je t'accueille et je t'en prie pour les réponses que tu voulais mentionner. Merci. Merci. Donc ce matin, ça a été très riche en questions et notamment concernant le CCA. Alors le CCA est quand même un examen ici franco-français qui reste une formation initiale absolument nécessaire et dont les exploitants français aiment bien puisque il est très très riche et il est en évolution permanente. On le croit ou certains peuvent le définir comme endormi, mais nous arrivons à intégrer plusieurs nouveaux matériels et plusieurs nouvelles pratiques tous les ans. Par exemple, un nouvel extincteur qui est arrivé dans les flottes, le P3FS, qui va être introduit aussi au CCA. Donc on suit l'évolution du matériel. Maintenant, en ce qui concerne l'examen à proprement parler et surtout son contenu, le HASA a identifié que les pays membres avaient des disparités quant à la formation, quant à la durée de la formation et quant à l'examen à proprement parler. Donc il y a une réflexion qui s'est engagée auprès de l'EASA et pour essayer d'harmoniser tout ça entre tous les pays membres. Ce qui veut dire que tous les pays ont été consultés, dont la France, et l'EASA est parti sur les lignes de programme françaises, puisque nous avions déjà un programme très très bien établi, et on en est assez fiers d'ailleurs. Et donc il va y avoir une consultation de tous les pays, et à l'issue de ça, un socle de formation pour l'ensemble de l'Europe sera établi, et notamment un volume d'heures de formation nécessaire. Et en plus de cela, pour la partie théorique, nous allons avoir des learning objectives, en français ça s'appelle les objectifs de formation, qui sont liés pour le théorique, pour que les formateurs ou les organismes de formation n'aillent pas au-delà des sujets qui sont demandés, pour avoir le même sujet traité de la même façon dans tous les centres de formation. Donc tout ça est en constante évolution et on pense arriver à l'harmonisation européenne d'ici la fin du premier semestre de l'année prochaine. Voilà. On peut applaudir Benoît, qui a accepté au pied levé de répondre à une partie des questions. C'est tout l'intérêt de ces échanges lors de cette journée. Je vais me tourner maintenant vers la table ronde numéro 2, dont le modérateur sera Serge Billotet. Donc Serge, que je suis très heureux d'accueillir pour animer et que je remercie. Il est administrateur général de l'État. Il a occupé diverses fonctions au sein de la DGAC, notamment à la DTA de 2008 à 2015. D'abord dans la sous-direction du développement durable sur les questions de nuisances sonores et leur impact sur les riverains, puis ensuite à la sous-direction des aéroports. Et il est, depuis 2017, directeur technique de la sûreté à la DESAC. Serge, à toi. Merci beaucoup, André. Je vais présenter à mon tour les membres de cette table ronde. Alors, Carole, à ma gauche, aura eu le privilège de te présenter 2 fois aujourd'hui, mais je vais quand même le refaire. Donc, Carole Stemfelet, qui est responsable sûreté chez ASL Airlines, qui a été fonctionnaire du ministère de l'Intérieur durant 11 ans, qui est dans le secteur privé depuis 2007, et chez ASL Airlines, en particulier depuis 2008, et elle est au service sûreté de la compagnie depuis 14 ans, enfin bientôt 15. Voilà.
À sa gauche, Johan Piersecci, donc, qui lui est coordinateur de centre de formation chez Air Corsica. Il a été personnel navigant pendant 15 ans au sein d'Air France et d'Air Corsica. Il a occupé ensuite un poste de formateur marchandises dangereuses, sûreté, PAXI et facteurs humains et SGS. Il est également coordonnateur de sécurité cabine, et depuis 2022, début de l'année, il est coordinateur du centre de formation. Pierre Boutillier, à sa gauche immédiate, qui est chef de la division sûreté de la DESAC Noratis. Pierre a travaillé pendant 15 ans en compagnie. Depuis 2000, il a rejoint la DGAC. Il a été patron à l'ENAC, à l'École nationale de l'aviation civile, du domaine sûreté de 2013 à 2020, notamment en charge de la formation des inspecteurs de surveillance des SAC, des instructeurs certifiés de sûreté et de la certification des agents de sûreté. Il dirige depuis 2020 la division de la DESAC Sûreté Noratis, qui a en charge notamment la surveillance d'Orly, de Lille et de Beauvais. Il est par ailleurs auditeur national de sûreté, responsable d'une mission d'audit de sûreté, inspecteur de l'Union européenne et auditeur au ACI. Il ne lui manque rien. À sa gauche, Grégoire Niquiel, qui est responsable de la sécurité des vols Cervère et ses filiales. Je crois que ça fait 31 ans qu'il est à Cervère dans différents métiers et différents centres de l'opérateur. Il a fait 8 ans de direction de centre de catering en Afrique dans 4 pays différents. Et depuis 2021, il est responsable de la sécurité des vols du groupe Cervère et de ses filiales. Et pour terminer, Xavier Romeau. Donc Xavier Romeau est responsable qualité, sécurité et environnement au groupe 3S Alysia. Il a été enseignant de 2002 à 2008. Il est correspondant qualité, sécurité, environnement G3S Alysia de 2014 à 2018. Et responsable QSE G3S à Alysia Orly et responsable SGS du groupe depuis 2018. Il est par ailleurs chef de projet déploiement du système de gestion de la sécurité dans un périmètre national et chef de projet de la certification. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Alors, table ronde qui se déroule en début d'après-midi au moment de la digestion. Donc, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense que nos débats vont vous intéresser et au besoin, il y aura quelques secondes d'un tout petit film qui, normalement, si c'était nécessaire, réveillera tout le monde, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Alors, on va peut-être débuter cette question en revenant sur le sujet des PAXI qui nous a pas mal occupé ce matin, avec une première question pour Carole Stemfelet, et puis on prendra la même question sous un angle différent avec Pierre Boutillier et Johan Piersecci. La question, Carole, c'est à quel moment est-il opportun de déclencher l'identification des PAXI potentiels ? Est-ce que c'est en salle d'embarquement ? Est-ce que c'est avant ? À quel endroit ? Et qu'il faut-il impliquer au sol pour une meilleure détection ? Alors, à quel moment faut-il déclencher le signalement des PAXI ? J'ai envie de dire au plus tôt. Au plus tôt, on identifiera donc un cas de PAXI, un potentiel événement à gérer et qui risque de s'amplifier tout au long du dispositif de traitement du vol. Plus vite on l'identifiera, plus vite on aura du temps pour le gérer et plus vite on pourra du coup désamorcer soit la situation, soit prendre les bonnes décisions pour ne pas avoir à gérer ce passager en vol. Donc, pour notre part, en tant que compagnie aérienne, on peut gérer donc ces passagers à partir du moment où ils deviennent nos passagers. Donc, ils deviennent nos passagers à partir du moment où ils se présentent à l'enregistrement. Ils se présentent pour s'enregistrer sur notre vol. Et effectivement, s'il y a d'autres possibilités au niveau des aéroports, des structures aéroportuaires pour pouvoir détecter encore plus en amont des phénomènes de PAXI, puisqu'on peut très bien avoir des passagers ou des passagers qui se présentent sur nos vols, mais qui passent avant sur des structures de l'aéroport telles que des commerces ou des bars, je pense au PAXI, on va dire des problèmes d'alcool, etc. Ou également après l'enregistrement sur des structures qui ne sont pas maîtrisées par les compagnies aériennes, je pense notamment au PIF.
toutes les étapes sont bonnes pour pouvoir détecter un maximum de paxi au sol et pouvoir du coup désamorcer le phénomène au sol et éviter un traitement difficile en vol. Ça sera toujours plus facile de gérer au sol que de laisser la gestion à nos PNC en vol. Merci beaucoup, Carole. Alors, au niveau des commerces, c'est très ambitieux, mais effectivement, moi, j'y avais pas pensé. Ça peut être une idée. Au niveau du PIF, j'imagine que tout le monde y a un peu pensé à un moment ou à un autre. Pierre, au niveau du PIF, bonne idée ou fausse bonne idée ? Alors, au niveau du PIF, ce serait, à mon avis, effectivement, une très très bonne idée si malheureusement on n'avait pas les difficultés qu'on a déjà à traiter, les problèmes de sûreté qui sont à régler et qui sont à traiter, qui peuvent déboucher sur des gens qui effectivement deviennent stressés parce que le phénomène de subir un contrôle a jamais été quelque chose de très agréable et il n'est pas malheureusement non plus toujours fait de la meilleure manière. Donc oui, ça peut être une possibilité. On se rend compte que, je vais prendre les aéroports que je gère, sur des plateformes de plus petite taille comme Beauvais et Lille, effectivement la communication est un peu meilleure parce que la distance entre le PIF et la salle d'embarquement est bien moindre. Donc ça permet effectivement d'avoir une communication et l'aéroport en lui-même ressemble plus à la gestion d'une famille que à réellement une grosse usine. Dès qu'on commence à travailler sur des aéroports de capacité un peu supérieure, ça devient très compliqué. Les agents de sûreté ont énormément de travail. Pour vous donner une petite idée, un PIF, une ligne de PIF sur un aéroport comme Orly, dans des périodes de creux, c'est aux alentours de 300 passagers heure. Pour une période de pointe, sur cet été, on a atteint les 600 passagers heure. Donc gérer la sûreté, gérer les problématiques de la sûreté, tout ce qu'il y a à faire en matière de sûreté, de retrait, de liquide, d'alcool éventuellement, si les bouteilles sont trop grosses, et gérer en plus l'énervement des passagers, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais oui, c'est un bon message à faire passer. Et si je peux rebondir sur ce que disait Hélène ce matin, la remontée d'incidents, la remontée d'événements sera quelque chose qui démarre en matière de sûreté, mais qui sera certainement d'importance dans la communication avec les autres entités qui sont présentes sur une plateforme. Merci beaucoup, Pierre. Et effectivement, cette problématique de demander un certain nombre de tâches supplémentaires aux agents de sûreté, on va peut-être la rencontrer un peu plus tard dans la table ronde sur d'autres sujets, parce que c'est une tentation un peu récurrente de confier des tâches supplémentaires aux agents de sûreté. Sur cette même question, Johan, un point de vue à ajouter ? Bonjour tout d'abord. En fait, pour pouvoir signaler un PAXI, il faudrait qu'on parle tous la même langue sur le circuit du cheminement du passager. À partir du moment où il s'enregistre, il passe les agents de sûreté, il arrive dans l'avion, est-ce que l'agent de passage connaît la problématique d'un PNC dans l'avion vis-à-vis d'un PAXI ? Et inversement, est-ce que l'agent de passage connaît la problématique d'un PAXI au filtre sûreté ? Donc si dans la formation, on a une formation un peu commune à tous les acteurs de l'aéroport, peut-être qu'on arrivera à mieux communiquer sur la situation des PAXI. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on change un peu de thème. On a évoqué ce matin le fait que la maîtrise globale des risques en cabine pouvait commencer au sol aussi. Et donc, peut-être une question pour Xavier Romeau et puis Grégoire Nickel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des risques impactant la sécurité ou la sûreté en cabine, d'ailleurs, et qui sont issus de l'activité d'assistance au sol ? Alors, bonjour à tous. Les risques qui vont être issus de l'activité au sol vont être multiples, bien évidemment. On va avoir, on va dire, deux sources principales. Ça va être les activités qui vont être en lien avec ce qu'on appelle parfois la partie haute du traitement d'un vol au sol. C'est-à-dire la partie haute, c'est tout ce qui est la partie enregistrement des passagers, embarquement des passagers, traitement commercial. La deuxième source de risque ou d'événements, ça va être ce qu'on appelle la partie basse, la partie sol ou airside, la partie au sol qui sera en lien avec le chargement des avions, le déplacement des avions, l'utilisation des matériels, des GSE en général. Alors, on va avoir des risques liés
On en a parlé abondamment jusqu'à présent, les risques liés au PAXI, identification des PAXI, c'est un événement qui a augmenté pendant ces dernières années. Et auparavant, au niveau de l'assistance au sol, on ne déclarait pas ces événements. Au niveau de la base de données KERS, on ne déclarait pas ça au niveau national, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait systématiquement dès qu'on a affaire à un PAXI, parce que justement ce lien entre le passage indiscipliné au sol et les conséquences qu'il peut y avoir à bord n'est pas forcément clair ou connu tout simplement par nos personnels. On va avoir également des risques où ça dépend comment on regarde le sujet, mais on peut être aussi une barrière pour identifier des objets qui vont être interdits au transport, que ce soit des objets interdits par rapport à des sujets de sécurité ou de sûreté. Et là, il y a des procédures et des questionnements qui sont faits au niveau de l'enregistrement. Et ces questionnements doivent permettre d'identifier des objets qui sont interdits à bord et peut-être que le passager ne sera pas au courant. Donc introduction d'objets interdits en cabine. On va avoir des interactions également en termes d'enregistrement de passagers à particularité. Les passagers handicapés à mobilité réduite qui, pour certains cas, vont transporter des dispositifs particuliers. Et donc ça, c'est des exemples de risques qui peuvent apparaître avec le traitement des passagers. On va avoir d'autres risques qui vont apparaître concernant donc le traitement d'un avion au sol côté piste. Il y a les risques connus de dommages avions. Un dommage avion, c'est un fort impact pour la compagnie, pour la sécurité du vol. On veut absolument éviter d'avoir un dommage avion qui n'est pas détecté avant le départ. Et s'il est détecté, on a derrière des conséquences importantes en termes commerciaux. Et ensuite, il peut y avoir des changements d'avion. Il y a de forts facteurs de stress qui apparaissent suite à un dommage d'avion. On va avoir également les risques liés à la sécurité, à la circulation en piste. La circulation sur les pistes des aéroports, notamment parisiens, est très dense, mais c'est des tendances qu'on trouve aussi sur des aéroports de province. Et on a, depuis la reprise d'activité, je parle récente, je parle de cette année, une augmentation significative des refus de priorité avion et même des quasi-collisions avions. Et ça, c'est des risques pour les équipages parce que à ces moments-là, au moment des roulages, par exemple, ils ont des tâches à accomplir, ils sont encore debout et ils peuvent faire des chutes. On peut également identifier des risques liés au dégivrage avion quand il est fait au poste avion. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui sont faites en anticipé, c'est-à-dire qu'on antigivre les avions. Donc c'est fait avant l'arrivée des équipages et ensuite il peut y avoir des risques de glissade ou également les risques d'avoir du produit qui va s'introduire dans la cabine pour une raison ou une autre. Et puis il y a un autre risque très important qui a été présenté notamment ce matin par Séverine, c'est les risques de chute de hauteur. Voilà, il y a un grand nombre de matériels qui sont accostés aux portes et je pense que Grégoire peut en parler, notamment concernant l'accostage des camions de catering. Très bien, Grégoire Nickel. Merci, bonjour à tous. Xavier a été très exhaustif effectivement dans l'identification des risques. Il a évoqué la coactivité basse entre nos différents véhicules, nos différentes activités. Et puis après, en termes d'avitaillement hôtelier, on a ce risque qui est le plus important, le risque de chute de hauteur pour nos collaborateurs ou dans le cadre de la coactivité, et je regarde Séverine, ça a été évoqué comme un des premiers risques, effectivement pour les équipages. Ce risque, il est partagé, il est connu, identifié. Nos personnels et les personnels navigants sont formés sur les gestes conventionnels, sur, je reprends l'expression du toc-toc et le pouce en haut. Après, on a tous des contraintes temporelles.
On a des gens qui ont la volonté de bien faire, de servir le client. On est parfois, et en cette saison, on le sent bien, c'est des conditions météorologiques qui font qu'on a des gens qui sont face à une pression temporelle, pression de, je vais dire, vouloir bien faire. Et on a parfois des situations presque comiques où... alors, on ouvre les portes de l'extérieur avec les personnels navigants à bord, alors qu'on ne doit pas le faire, pour aller au plus vite et charger l'avion. Dans le même temps, personnel navigant, vous nous rappelez les règles. Dans le même temps, on a un autre collaborateur qui vient de l'autre côté pour renforcer le chargement et puis vouloir essayer de sortir au mieux l'avion et améliorer la ponctualité. Ces éléments de coactivité sont aujourd'hui... partagé. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus une communication. Je vous donnerai ma carte de visite aussi pour avoir un maximum d'ICARE, pour sensibiliser nos collaborateurs. Nos problématiques sont vos problématiques, on les prend en charge. On a cette partie sur le chargement hôtelier et j'ai ma collègue qui est dans la salle et aussi qui s'occupe des escales où effectivement on a les mêmes problématiques, quel que soit le type d'aéroport. Notre communication, elle est formalisée, elle est encadrée. Maintenant, ce risque, on essaie de le minimiser et on ne laisse rien passer. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Un grand merci à tous les deux. On voit que le nombre d'interactions possibles entre ce qui se passe au sol et ce qui se passe ou va se passer en cabine est extrêmement important. Alors on va changer un peu d'horizon pour avoir une entrée sur le sujet suivant qui est très sûreté. Je vous avais promis un petit film, j'espère que ça fonctionne. Ça va durer 3-4 secondes, soyez très attentifs, ça va aller assez vite. Voilà, on ne spoilie pas davantage le film. Je ne sais pas si je peux le repasser. Bon, vous avez bien vu l'image, hein, donc c'est une attaque terroriste, un passager qui bondit depuis les premiers rangs au moment précis où le cockpit s'ouvre. Donc on a beaucoup parlé ce matin de la problématique des cockpits blindés. On fait évidemment le lien entre le 11 septembre et Germanwings, et puis ça a été évoqué ce matin aussi. Et donc, question pour Joanne Piersecchi. Est-ce qu'il y a des procédures qui sont mises en place pour éviter, en particulier, le passage en force d'un passager caché ou qui bondirait comme ça au moment de l'ouverture de la porte? Alors oui, bien sûr, c'est une problématique qu'on a bien identifiée, puisqu'on considère ça comme le dernier maillon faible pour rentrer dans le cockpit par un passager malveillant. C'est une procédure qui est implémentée dans notre manuel de sûreté, qui est encadrée, qui est revue tous les ans dans les formations sûreté. Et bon, je ne peux pas la détailler, voilà, parce qu'on ne peut pas dévoiler non plus toutes les mesures de sûreté. Mais on met en place comment dire, une stérilisation du galet avec 2 PNC au minimum, pour éviter cet effet bélier, c'est-à-dire il y a un PNC qui va protéger l'autre PNC. Je sais qu'il y a des compagnies aériennes qui sortent un trolley pour éviter cet effet bélier, mais là aussi on rencontre un problème de sécurité, parce que s'il y a des turbulences, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir le trolley pour appliquer la bonne procédure de sûreté? Donc là aussi il faut trouver la bonne adéquation entre la sûreté et la sécurité, comment on va appliquer la mesure de sûreté si la sécurité, s'il y a un impact sur la sécurité, quoi. Merci beaucoup. Du coup, on est un peu rassuré parce que ça veut dire que le film n'est pas complètement réaliste, ce qui est une bonne chose. Mais si on poursuit un peu la question, et du coup, comment est-ce qu'on peut garantir qu'en cas d'urgence, la procédure d'accès au cockpit respectera à la fois l'exigence de sûreté et un besoin d'accéder rapidement s'il y a nécessité d'accéder rapidement? Et est-ce que les procédures éventuelles n'ont-elles pas un impact négatif sur la sécurité pour le coup? S'il y a une urgence en termes de sécurité? Oui. Mais en fait, dans la doctrine sûreté de l'aviation civile, il est écrit noir sur blanc que les mesures de sûreté et de sécurité doivent être, j'allais dire, dans une bonne proportion, d'accord? Et s'il y a un problème de sécurité, étant donné que les risques engendrés sont plus importants qu'un risque malveillant, la sécurité prendra le pas sur la sûreté. Mais la mesure de sûreté doit quand même être appliquée dans un mode alternatif pour assurer quand même un minimum de sûreté. Donc là, dans l'accès au poste de pilotage, même si on ne peut pas sortir le galet, on doit quand même assurer une sûreté d'accès au poste de pilotage.
D'accord, donc on est bien dans une logique où la prise en compte des deux domaines est effective, mais où il peut y avoir en situation de crise des arbitrages qui sont faits, ce qu'on peut évidemment comprendre. Merci beaucoup. Dernier sujet qu'on voulait aborder dans cette table ronde, c'est la question des batteries lithium et autres marchandises dangereuses. Donc c'est une question pour Xavier. Vous avez évoqué tout à l'heure, Xavier, fait référence à l'enregistrement des passagers et de leurs bagages, et sans trop dévoiler, parce qu'il y a une intervention derrière sur ce sujet-là, spoiler ce que vous allez dire ensuite. Qu'en est-il des PMR et des dispositifs d'aide à la mobilité électrique, qui sont de plus en plus fréquents, j'imagine bien? Oui, alors les aides à la mobilité électrique, alors on va en parler précisément pour les PMR qui peuvent voyager avec leur fauteuil roulant électrique, mais c'est un sujet aujourd'hui qui va au-delà. Il y a 2 ans, je crois que le symposium avait le sujet, c'était le transport des batteries lithium. Aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs qui sont mus par des batteries, les cigarettes électroniques, les overboards ou gyropodes, comme on veut les appeler. En ce qui concerne sans trop parler du sujet qu'on va traiter après. En ce qui concerne les passagers de la mobilité réduite, il faut savoir que donc, leur transport, en tout cas l'accès au transport aérien pour les passagers à mobilité réduite, est quelque chose de réglementaire. Ils doivent pouvoir voyager avec leur propre dispositif. Donc il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour qu'ils puissent voyager au même titre que n'importe quel passager. Il y a donc beaucoup de mesures à prendre, d'adaptations à faire au niveau infrastructurel dans les aéroports, mais également pour les assistants qui fournissent les prestations de transfert de passagers à mobilité réduite d'un point à l'autre de l'aéroport. Beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Et en ce qui concerne les points spécifiques à la sécurité en cabine, il faut surveiller, il faut vérifier l'emplacement des passagers à mobilité réduite dans la cabine, parce qu'on ne peut pas les asseoir n'importe où. Ensuite, vérifier les matériels qu'ils vont transporter avec eux. Les matériels à batterie, il y aura des procédures spécifiques à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on fait face à des difficultés, clairement, qu'on pourra exposer tout à l'heure. Et puis, à nouveau, il y a aussi des sujets de coactivité, d'embarquement de ces passagers qui peuvent être embarqués par des camions spécifiques. Il faudra également accoster aux porte-cabines. Et là, on a tous les risques de chute de hauteur, les risques de dommages qui reviennent. Donc, c'est un traitement particulier, mais qui nécessite également des procédures claires et coordonnées entre l'aéroport, l'assistant et le personnel navigant. Merci beaucoup, Xavier. Alors, on a, j'imagine, beaucoup de questions sur ces différents thèmes. Il y en a aussi qui ont été posées à la pause méridienne sur les présentations de la matinée, et il y en a une qui brûle manifestement la curiosité de tout le monde et qui doit concerner l'événement de Bodrum, hein, je suppose. C'est, Carole, pourquoi les PNC n'ont-ils pas alerté les PNT par interphone? Alors, effectivement, lors de cet événement, donc les PNC, en début d'événement, ont effectivement été prendre contact avec les pilotes pour faire part d'un début de phénomène à bord. Donc, le commandant de bord du vol a bien évidemment usé de ces process qui sont en interne, de faire des annonces du coup en cabine pour que les passagers se calment, en menaçant de déroutement, bien évidemment, de dérouter ce vol. Sauf que la situation a été tellement compliquée à gérer en cabine que les PNC avaient énormément de choses à gérer.
entre rassurer les passagers, entre protéger les passagers standards. La chef de cabine a bien évidemment protégé aussi son équipe. Il faut savoir que la chef de cabine, bien évidemment, comme vous le savez tous, elle est à l'avant de l'avion et fait les informations aussi donc à l'équipage PNT, mais elle avait pour objectif premier d'être en renfort du reste de son équipage et de les protéger aussi. Et ces 3 heures de vol ont été intenses en gestion par rapport à ces PAXI qui donnaient du fil à retordre et beaucoup d'activités à nos PNC, mais également aux passagers standards qu'il fallait aussi protéger, rassurer et dont il fallait prendre soin au maximum pendant ce vol. Donc effectivement, comme je l'ai présenté tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas eu de précédent, en tout cas de cette ampleur, n'a pas permis peut-être d'avoir travaillé déjà en amont sur peut-être des priorités de gestion sur ce genre d'événement. Heureusement, il n'y en a pas tous les jours non plus. Mais voilà, comme au sol, notre équipage a été débordé en vol sur la gestion de ce vol et a fait au maximum pour assurer la sécurité des passagers en cabine. Et également, de toute façon, comme on en a parlé aussi, le cockpit, c'est une porte fermée pour protéger aussi le vol. Donc, c'était pas un événement comme celui que vous avez vu ce matin très tôt, où le commandant de bord a fait le choix de laisser le cockpit ouvert pour la communication avec l'équipage. Là, bien au contraire, c'était plutôt porte fermée. Il valait mieux rester. Donc, sur ce genre d'événement. Donc, oui, on a la possibilité d'alerter donc le pilote par interphone, mais quand on a une situation compliquée à gérer, il y a des priorités et notre équipage a fait le choix de gérer en priorité les passagers et la sécurité donc en cabine. Merci beaucoup pour cette précision, Carole. Alors une autre question qui porte sur PAXI toujours. Est-ce que les agents sols, alors on a vu la diversité possible, les agents sols d'ailleurs, ont la formation adéquate pour déterminer si un PAX est un PAXI ou non? Peut-être une question pour Johan, ça? Alors, à ma connaissance, je sais que des compagnies aériennes ont mis en place des formations PAXI pour les PN, mais des formations PAXI pour le personnel sol, non, j'en connais pas. Des formations gestion de conflit, oui, mais après, la formation PAXI, comme elle est dispensée au PN, je pense pas. Je sais pas. Donc ça veut dire que si on s'engageait dans cette voie-là, il y aurait un gros dispositif de formation à bâtir et qui ou des formations communes. Beaucoup de monde. Ouais. Des formations communes, peut-être. Des formations communes, oui, dans la mesure où c'est pratiquement faisable, oui. Oui. Oui, alors je confirme pour les personnels au sol, il y a bien des formations de gestion des conflits, mais seulement pour certains personnels au sol. Ça va être essentiellement les personnels qu'on appelle commerciaux, agents d'enregistrement, agents d'embarquement. Mais ce sera une formation théorique, bien évidemment. Voilà, dans la vraie vie, quand on reçoit un bagage dans la figure ou quelque chose comme ça, c'est voilà. Et en visio, c'est plus compliqué. Oui, oui c'est plus compliqué. Merci beaucoup. Alors, une autre question toujours sur PAXI. Comment anticiper les actions de détection PAXI si le client peut s'enregistrer et embarquer en toute autonomie? Question pour Grégoire ou Xavier? Allons-y. Enfin, Alors, c'est une vaste question. Aujourd'hui, tout le process de traitement des passagers est en mutation depuis un certain temps, mais on est en mutation. Aujourd'hui, on a de plus en plus de passagers qu'on traite de plus en plus vite, avec des outils de plus en plus automatisés. Voilà, les bornes libre-service, les déposes bagages automatiques. C'est autant de points de contrôle où on avait auparavant un agent au sol qui disparaissent. Donc aujourd'hui, il y a toujours des contrôles qui sont faits pour des passagers particuliers. Mais oui, un objet interdit au transport, voilà, s'il n'est pas déclaré par le passager, alors il y a des affiches, il y a de l'affichage qui dit voilà, ça c'est interdit, ça c'est pas interdit, mais oui, il faut avoir un œil très précis sur ce qu'on voit passer et on n'aura pas un contrôle sur tout ce qui sera transporté.
Donc oui, on industrialise le traitement passager au sol. Donc moins de contrôle, on va dire. Merci beaucoup Xavier. Je ne sais pas si Grégoire avait un complément. Non, pas sur le sujet. Alors, on a une autre question qui est un peu juridique. Du coup, je ne sais pas si on va la prendre là. Les règles juridiques concernant les PAXI ne vont-elles s'appliquer que pour les situations en vol ou également les situations au sol, sur les escales de CDG et Orly? De nombreux événements avec impact psychologique sur les personnels sol ont été notifiés en 2021-2022. Peut-être, je ne sais pas si j'étais assez attentif ce matin. J'ai retenu que c'était plutôt en vol, mais oui, je vois que tout le monde opine du chef, donc j'étais suffisamment attentif pour répondre à ça. Alors PAXI, puis oui, le sujet passionne effectivement. Alors PAXI avec sanction administrative de nouveau, comment fonctionne la procédure? Là, je ne sais pas si on va pouvoir répondre quand même. Suffit-il que le personnel de cabine fasse un rapport, la contrepartie des paroles et des actes des passagers et du personnel de cabine, quid des droits de la défense? Que de questions juridiques, je ne sais pas si... Peut-être que la réponse peut se faire par écrit, par slide ou ultérieurement. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué de prendre ça. Tout PN de l'équipage sera-t-il habilité à constater le manquement? En fait, c'est des questions qu'il aurait fallu poser ce matin, à la table ronde de ce matin, ou à l'intervenant de ce matin. Je suis désolé, pas vraiment trempé dans le sujet, donc on essaiera d'apporter les réponses, j'imagine, ultérieurement. Question qui est un peu voisine. Les PNC en formation PAXI s'inquiètent lorsqu'ils utilisent des liens de contention. Et si, pendant la pause, blesse un PAXI, que risque-t-il? Alors, je ne sais pas si on prend la question sous son angle juridique. En revanche, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les formations, sur les liens de contention? Est-ce que... Johan, là-dessus? Non? Pas plus? Oui, en fait, ce qui se passe sur les formations PAXI et la pratique surtout, c'est le manque de praticité des PN. Avec une formation qui se fait tous les 36 mois, c'est difficile de manipuler une paire de menottes. Et on se demande comment le jour J, on va arriver à maîtriser ce passager. Après, sur la problématique, est-ce que le passager peut se retourner contre l'équipage? Oui, bien sûr, tout passager, si jamais une altercation, il peut très bien se retourner contre l'équipage. C'est pour ça qu'on leur demande de faire ça dans un cadre juridique, avec un passager qui a vraiment dépassé les limites ou qui n'a pas respecté une règle, avec l'accord du CDB, après avec un appel médecin une fois que la personne est entravée. Donc on essaie d'encadrer vraiment la chose pour ne pas se retrouver en situation où le passager pourrait porter plainte, se retourner contre nous, quoi. Voilà. La question suivante, on a déjà dit qu'on ne pouvait pas nécessairement la traiter ici. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions qui se... Si, voilà. Alors, est-ce qu'on sait s'il y a des réflexions en cours sur les PAXI, sur des compagnies étrangères, pour des événements se déroulant sur le territoire national? Et si oui, à quelle échéance? Si quelqu'un a des éléments de réponse là-dessus, dans la table ronde. Pareil, on va prendre Maxime. Ou le cas échéant, oui, il y a un certain nombre de... Donc Maxime Iffer, qui nous a présenté le sujet ce matin, nous rejoint et vient à notre secours. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Alors, quelle question on traite en premier? Alors, est-ce que les réflexions sont en cours pour des PAXI sur des compagnies étrangères pour les événements? Donc non, puisque comme je l'ai dit ce matin, on est sur le champ des compagnies françaises exclusivement. Ce qui veut dire aussi qu'un événement qui aurait lieu sur EasyJet, par exemple, sur un vol entre Paris et Toulouse, ne serait pas couvert. C'était un des biais du choix qui a été fait de restreindre le champ d'application de la loi. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre question sur le sujet des PAXI. Je sais pas. Non, alors non, et je crois que c'était un sujet qui avait été discuté, enfin on en avait parlé Stéphane, lors des symposiums et autres réflexions. Je crois que les PNC n'étaient pas favorables à obtenir des pouvoirs de constatation en la matière, donc les seuls qui seront habilités à le faire sont les fonctionnaires de la DGAC, ce qui pose la problématique d'intervenir, comme je le disais, a posteriori de l'événement, c'est-à-dire qu'on ne vivra pas l'événement, on devra le constater sur la base des preuves qu'on nous amènera, quoi. Quels ont été les suites judiciaires pour les PAXI du vol donné en exemple? Je n'ai pas le détail, mais je vous avais dit que c'était les peines de prison qui avaient été données.
des peines de 12 mois. Alors oui, la loi le prévoit. C'est la base, mais la loi le spécifie. Il y aura une phase de contradictoire où le fonctionnaire de la DGAC qui mènera l'enquête saisira le passager pour avoir sa version des faits. Ce qui veut dire qu'on aura d'un côté les éléments qui ont été apportés par la compagnie, donc notamment les rapports que les équipages auront pu faire, et la version du passager. Et d'autres éléments de preuve qui pourraient circuler. J'avais mentionné les éléments vidéo, par exemple, qui auraient pu être filmés, qui sont publics et donc du coup qui pourront être utilisés. Merci beaucoup Maxime, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions juridiques sur le dispositif PAXI, sinon on ne les prendra pas. Alors, ensuite, concernant le risque fatigue, l'autorisation de la DGAC des nuits courtes pour certaines compagnies est-elle cohérente avec la sécurité des vols? Est-ce que, je ne sais pas, Carole ou Joanne, là-dessus, vous avez des lumières particulières sur la suivante? Allez, celle du milieu. PAXI, intégrer l'ensemble du parcours client, celle-là? Ben oui, parce qu'en Oui. fait, c'est exactement ce que j'étais confronté hier en tant que passager. Parce que je suis arrivé pour prendre mon vol et j'ai voulu l'avancer. Donc j'étais à H-50 d'un vol et on m'a permis de m'enregistrer. Sauf qu'il y avait un problème informatique et j'ai pu enregistrer que H-30, ce qui est la HLE sur Toulouse et le début d'embarquement aussi du vol. Sauf que une fois que j'ai pris mon billet, que j'ai enregistré mon bagage, j'ai dû passer le filtre sûreté et il y avait une queue qui était très très longue. Alors, comme je connais un peu le système, j'ai demandé à une jeune fille qui travaille à l'aéroport savoir si je ne pouvais pas passer sur la file rapide où il n'y avait personne, ce qu'elle m'a gentiment accordé. Et j'ai pris la file rapide. J'arrive au filtre sûreté, je passe le portique, mais mon bagage passe sur la file de gauche pour être fouillé. Et devant mon bagage, il y avait 8 ou 9 bagages. Et moi, j'étais à H-20. L'embarquement était lancé et je me suis dit, je vais louper mon vol. Donc j'attends gentiment derrière les autres passagers qui attendent leur bagage qui va être fouillé. Et à un moment donné, je me dis, bon, là ça commence à faire un petit peu tard, je vais demander à l'agent de sûreté si je peux récupérer mon bagage. Et je dis, mademoiselle, j'ai mon vol qui va décoller, est-ce que vous pouvez prendre mon bagage pour le fouiller un peu plus tôt? Et elle me dit, ça ne me regarde pas, voyez avec les passagers qui sont devant vous. D'accord. Ce que je fais gentiment, je demande aux passagers, oui, non, c'est bon, j'ai le temps, 17h30, ok, et j'avance petit à petit et je récupère mon bagage après 2-3 bagages qui ont été fouillés. Une fois passé le filtre sûreté, je regarde la porte d'embarquement qui était à l'autre bout de l'aéroport. Donc là, le stress temporel augmente et je commence à avoir des bouffées de chaleur, puis je dis, je vais louper mon vol. Et j'arrive dans les 2 derniers passagers et l'agent de passage me regarde et me fait... J'ai dit, excusez-moi, bon, je n'allais pas commencer à m'étaler et m'expliquer parce que sinon ça prendrait trop de temps. Et j'ai dit, si je rentre dans l'avion et qu'on me dit aussi, monsieur, vous étiez, et je n'allais pas non plus expliquer. Et là, on m'a accueilli avec bienveillance. Donc, ce qui fait que la pression est redescendue. Mais je me dis que sur ce parcours, si je n'avais pas été quelqu'un d'habitué des aéroports, un passager lambda aurait pu, si en plus il était stressé, ou s'il avait peur de l'avion, ou si il avait une correspondance sur Paris, dans quel état il serait arrivé dans l'avion. Et si en plus dans l'avion il avait été accueilli avec des messieurs, vous étiez où, qu'est-ce que vous avez fait, on vous attendait, peut-être que ce monsieur on aurait fabriqué un PAXI d'un point A à un point B, alors que ce monsieur était peut-être arrivé à l'aéroport tranquillement. Voilà. Donc on peut se poser la question si sur le circuit PAX, on peut éventuellement, sur des passagers qui sont à la HLE, puisque c'est autorisé, leur faciliter le passage du portique ADS et l'arrivée dans l'avion. Un avis là-dessus, Pierre, peut-être? Oui, on va faciliter la vie de tous les passagers, donc ça va être compliqué. Il va falloir agrandir les aéroports et mettre plus de fils pour pouvoir faire passer en priorité tout le monde, parce que en finale, on va en arriver là, quoi. Effectivement, il y a des difficultés et on fait face à énormément de choses. On en a parlé tout à l'heure sur le fait que les passagers ne se présentaient plus au comptoir d'enregistrement, puisqu'on modernise au maximum et on informatise au maximum notre monde. Et donc, ce qui fait que souvent, la première ligne, c'est le PIF, l'endroit où les passagers arrivent avec tout un tas d'articles qui ne sont pas autorisés au voyage, ou tout du moins en cabine. Et donc, on est obligé de fouiller ses bagages, de sortir ses articles. Et malheureusement, la réglementation aujourd'hui ne nous permet pas complètement de faire des fouilles qu'on appelle
appelle ciblée. Donc on est obligé de fouiller la totalité du bagage pour ça. Donc ça prend du temps. Ça nécessite effectivement aussi de gérer le stress des passagers, ceux qui arrivent en retard, ceux qui arrivent en avance aussi, ou à l'heure. Donc oui, c'est assez compliqué et on n'a pas encore de système, de moyens pour pouvoir éviter ça. Il y a des aéroports qui sont équipés de nouveaux équipements, on va peut-être y arriver un jour en France, qui permettent justement de ne pas avoir à sortir et les ordinateurs et les liquides et autre chose pour être contrôlé de cette manière-là avec une seule machine. Ça vient petit à petit, mais il faut encore du temps. Et ces machines-là ont un autre travers aujourd'hui, c'est qu'elles ont encore un taux de fausse alarme assez conséquent, ce qui fait que ce qu'on solutionne d'un côté de la machine, ça devient un problème de l'autre côté. Et donc c'est pas vraiment la bonne solution. Mais on travaille dessus et on essaye effectivement de faciliter au maximum ce genre de choses et d'éviter le temps d'attente, de diminuer le temps d'attente des passagers au niveau des PIF. Merci beaucoup Pierre, effectivement, pour ces précisions. Et moi, j'ai envie de rebondir aussi sur le vécu de l'expérience de Joanne, parce qu'on disait tout à l'heure confier une responsabilité au PIF, aux agents de sûreté en matière de détection de PAXI. On s'aperçoit que quelqu'un qui est très stressé dans la file d'attente peut se calmer immédiatement après être passé au contrôle. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des fausses détections ou des détections abusives de quelqu'un qui était juste stressé de passer des contrôles, a fortiori s'il était en retard? Voilà, ça pose des tas de questions qui nécessiteraient des réflexions approfondies sans doute. Alors, une question suivante. Les compagnies insistent énormément sur la sécurité des vols et finalement assez peu sur la sûreté, confère le petit sondage que nous a présenté Hélène ce matin. Ne faudrait-il pas changer les formations en interne et sensibiliser les PN avec le risque potentiel du choix entre sécurité et sûreté? Alors, l'aspect formation nous renvoie de nouveau vers Joanne, peut-être les pratiques compagnie vers Carole. Carole, peut-être. Alors, effectivement, au niveau des compagnies aériennes, on va dire que la sécurité a peut-être un peu plus de poids à l'heure actuelle, bien que ça diminue d'année en année. Donc, on a espoir que ça arrive au même niveau assez rapidement quand même. On y travaille. Mais faudrait-il changer en tout cas, moi, je parlerait plutôt de changer de comportement au niveau de la sûreté et de la sécurité. La sûreté ne doit pas prendre le pas sur la sécurité et inversement. Donc plutôt peut-être aller sur une collaboration étroite entre sûreté et sécurité plus importante, que ce soit dans les compagnies aériennes, mais également au niveau de la DGAC et des autres acteurs de l'aérien, pour, on va dire, mettre au même niveau donc ces deux domaines qui sont tout aussi importants, en tout cas, moi c'est ce que je pense, qui sont tout aussi importants et qui risquent à un moment donné de mettre en péril l'autre domaine. Donc plutôt que de modifier les formations en interne, moi je pense plutôt qu'il faudrait qu'on travaille plus en collaboration sûreté-sécurité, afin justement d'éviter que l'un prenne sur certaines situations le pas sur l'autre et qu'en plus ça stresse les personnels, tous les acteurs qui doivent mettre en œuvre des mesures de sûreté et de sécurité, que ça les stresse que moi j'ai beaucoup ressenti cette année au niveau de mes personnels techniques et navigants techniques, que la sûreté stresse effectivement de plus en plus nos personnels, parce qu'on se rend compte qu'effectivement de plus en plus de situations, que dans de plus en plus de situations, on doit parfois faire le choix entre sûreté et sécurité, et ça c'est clairement pas négociable, j'ai envie de dire. Donc les deux domaines sont très très importants. Merci beaucoup. Alors une autre question voilà, pourrait-on souligner l'importance du débriefing après événement PAXI avec l'équipage et l'appel à un spécialiste médical pour chaque membre d'équipage? Je le comprends comme ça. Est-ce que ça se fait déjà, ça, Carole, de nouveau?
Alors, comment souligner l'importance du débriefing après un événement PAXI? Après chaque événement PAXI, en tout cas événement PAXI majeur, effectivement, il est très important de faire un débriefing avec tous les personnels qui ont été en contact avec ce PAXI, tout simplement déjà pour voir comment chacun a vécu l'événement, parce que chacun a vécu l'événement différemment, selon son expérience, son historique, voilà, ou de précédents événements. L'appel à un spécialiste médical pour chaque membre d'équipage, j'ai envie de dire que à l'heure actuelle, les membres d'équipage, lorsqu'ils vivent un événement qui a pu provoquer un traumatisme, qu'il soit faible ou important, a à sa disposition une cellule, en tout cas des numéros d'appel, des professionnels qui peuvent les prendre en charge justement suite à des événements traumatisants de toutes sortes, que ce soit un PAXI ou d'autres événements qui puissent arriver pendant un vol. Donc s'il y a besoin, effectivement, c'est très important que le membre d'équipage puisse effectivement voir un professionnel sur ce point. Mais en attendant, oui, le débriefing est très très important sur des événements de PAXI, ce qui permet également de faire évoluer nos procédures et de s'adapter par rapport à ce phénomène qui bien évidemment a pris de l'ampleur ces dernières années. Ouais. Merci beaucoup, Carole. On va peut-être prendre la question du bas pour Pierre, qui est une question toute simple, je pense. Pourquoi n'a-t-on pas de filtre? On parle d'inspection filtrage, je suppose, dédié pour les équipages. Il y en a. Ça dépend des aéroports, effectivement. Il y a des aéroports dont la configuration a permis de mettre en place des filtres qui sont complètement dédiés aux équipages et où il n'y a que des équipages qui passent. Il y a des aéroports où c'est plus compliqué et où on aura simplement des fils de contrôle qui seront dédiés au personnel et aux équipages. Et on a d'autres situations malheureusement un petit peu plus compliquées où il n'y a pas cette possibilité-là et où tout le monde passe au même endroit, que ce soit les personnels de l'aéroport, que ce soit les personnels navigants ou que ce soit les passagers. Mais il existe effectivement dans beaucoup d'aéroports des filtres dédiés aux membres d'équipage. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Au vu de la récurrence tous les 36 mois, ne pourrait-on pas envisager de mettre en place de la formation en e-learning? Johan, peut-être sur cette question-là. Alors, pour la théorie, je dirais oui, mais après, pour la pratique, ce qui reste quand même, je vais dire, l'essentiel de la formation, appréhender un PAXI. Donc, je ne vois pas la nécessité de mettre un e-learning vu que la partie pratique doit être faite, vu que déjà c'est tous les 36 mois. Si en plus on la zappe, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup, Johan. On va prendre peut-être une dernière question, peut-être en la prenant pas sous un angle juridique, mais plutôt pratique. Enfin, on peut la comprendre des deux manières. Comment mettre en place la sanction d'interdiction de voyager pour l'opérateur à un PAXI? Je ne sais pas si l'un des honorables participants à la table ronde ont une idée sur cette question-là. Alors, pour avoir participé aux travaux, c'est très compliqué juridiquement d'interdire de voyager un passager avec le CNIL. Mais nous, au sein d'Air Corsica, sur des passagers de catégorie 2, qui sont agressifs verbalement, qui ont une attitude irrespectueuse, avec l'accord du service juridique, après relecture du compte-rendu, on envoie une lettre d'avertissement au passager pour lui indiquer que son comportement était respectueux et que si ça reproduit, on se réserve le droit de ne pas l'embarquer ou de le débarquer. Voilà. C'est une procédure qu'on a mis en place suite à des événements de catégorie 2 qui ont pris beaucoup d'ampleur. Merci beaucoup. Et je crois qu'il nous reste le temps pour une question. Et je vais m'arroger le droit de la poser. Et je vais la poser à Pierre dans la continuité de ce qui nous a été présenté ce matin sur le report d'événements par Olivier Ducasse et Hélène. Est-ce qu'on peut considérer que le report d'événements sûreté est aussi facile, légitime, systématique que le report d'événements sécurité? Ou y a-t-il une différence malgré tout entre les deux domaines qui fait qu'on ne peut pas partager les mêmes choses? Merci Serge.
Non, il est évident il est évident pour nous, mais c'est vrai que c'est certainement pas évident pour le côté sécurité, qu'il y a des événements qu'on ne peut pas remonter, ou tout du moins que l'on peut remonter, mais qui ne seront pas partageables autant que les événements sécurité. Alors, ça vient peut-être pour le moment d'une vision un peu stricte de la sûreté, et peut-être qu'avec le temps on arrivera à partager un peu plus d'événements, mais il y a vraiment des événements qui concernent des actions particulières et qui sont en lien avec la sûreté de l'État, on va le dire comme ça, qui sont compliqués à partager et qui ne seront pas remontés, ne seront pas partagés, seront remontés au maximum, parce qu'on va encourager à tous les opérateurs et tous les acteurs à remonter tous les types d'événements, mais il y en a certains effectivement qu'on ne pourra pas partager, qu'on ne pourra pas mettre sur la place publique pour faire de la bonne pratique. Mais on essaiera de les anonymiser et de faire en sorte que ça serve quand même. Merci beaucoup Pierre. Je pense qu'on est au bout de cette table ronde. Merci bien. Un grand merci Serge pour l'animation et pour l'ensemble des réponses. Merci aux intervenants également qui ont participé activement à ces sujets.